Il faut se réveiller, nous dit Fernando Savater dans son livre L'éthique à l'usage de mon fils. En fait, il le dit à son fils. Il lui dit au chapitre 5, Wake up! Arrête de juste suivre le troupeau et de penser que la belle vie, c'est seulement avoir plus de pouvoir, avoir plus d'argent, avoir plus de confort, avoir un meilleur statut socio-économique. Cette espèce d'idéal qui nous est vendu par la société de consommation euh, et qui en fait nous trahit parce que combien de gens qui en apparence semblent avoir réussi leur vie se réveillent à 40, 50 ans, malheureux sous antidépresseurs, après une grosse crise existentielle, se demandant comment se fait-il que je n'arrive pas à parler à mes enfants, comment se fait-il que je sois constamment stressé, que je m'enfuis dans l'alcool, dans le travail, et que je n'arrive pas à être présent là. Hein, il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui sont misérables au fond d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ces personnes que Savater veut cibler avec ces deux contre-exemples de Citizen Kane et d'Ésaü. Si on reste avec Citizen Kane, c'est un exemple intéressant parce qu'il incarne la réussite dans notre monde capitaliste, consumériste. C'est-à-dire que il réussit à bâtir un empire, à posséder beaucoup d'argent, et beaucoup de gens qui travaillent pour lui, il influence la politique, et pourtant il finit misérable, seul dans son manoir, à se remémorer des souvenirs d'enfance, se rappelant au fond que le seul moment où il a été heureux, c'est quand il avait une famille, des gens qui l'aimaient, et quand il était capable d'être réellement lui-même avec les autres sans chercher à les instrumentaliser. Hein, donc, c'est ce que Savater explique au chapitre 5. L'erreur de Keynes, ça a été au fond de vouloir posséder les gens, de vouloir les posséder comme on possède des choses, comme on utilise des choses, en fait. Il a instrumentalisé tout le monde autour de lui pour arriver à son objectif de toujours avoir plus, accumuler plus. Cela dit, Salvator est lucide et tout à fait honnête en nous rappelant que l'argent, c'est important. Évidemment, il ne faudrait pas penser que Salvator fait la défense là, de la simplicité volontaire, des vœux de pauvreté ou quoi que ce soit. En fait, au contraire, il rappelle à la page 89 que l'argent est nécessaire pour bien vivre. Ce dont il se méfie, en fait, ce qu'il condamne, c'est le désir d'accumuler au milieu de la page, euh, qui ne semble pas très sain selon lui. Hein, pourquoi vouloir accumuler autant de choses, de confort, de pouvoir, de prestige, d'attention? Pourquoi accumuler? Hein? Qu'est-ce qu'on cherche au fond à pallier comme insécurité quand on cherche à se justifier par ce qu'on possède? Il nous rappelle aussi cette belle citation qui a été reprise dans le film Fight Club, les choses que nous possédons nous possèdent aussi. Things we own end up owning us. Et donc, si on accumule trop de choses et si on met toute notre attention à accumuler et à s'attacher aux choses et à s'identifier aux choses que nous possédons, nous finissons par avoir l'esprit encombré et ne pas accorder assez d'importance aux relations, aux gens. On n'arrive pas à être soi-même juste sans les choses. Hein? Est-ce qu'on est capable d'être soi-même sans des beaux vêtements, sans des beaux objets? C'est la question ici. Cain était incapable. Ésaü, tant qu'à lui, personnage biblique, donc deuxième contre-exemple, a pas, disons, péché par accumulation ou par instrumentalisation. C'est plutôt un contre-exemple sur comment on peut simplifier exagérément la vie. Hein? Ésaü qui, bon, dans l'histoire, revient de chasse, affamé, demande à son frère de le nourrir. Jacob, le préféré de Dieu, qui est au fond celui qui manipule dans cette histoire, chose étrange par ailleurs. Donc Jacob qui lui dit, bien sûr, je vais te nourrir mon frère, mais vends-moi, plutôt donne-moi ton droit d'aînesse, c'est-à-dire donne-moi tout ce qui est important pour toi, ton héritage, ta position sociale, donne-moi tout et je vais te nourrir. Je vais te donner satisfaction. Je vais te donner ce plaisir intense, immédiat, à court terme que tu recherches. Évidemment, c'est une histoire, une métaphore, bon, qui a des fonctions religieuses, mais la fonction philosophique ici, selon Savater, c'est nous rappeler qu'en nous, il y a toujours un Ésaü, hein, qui cherche à simplifier la vie, l'avenir, et à juste succomber aux satisfactions faciles, aux plaisirs faciles. Hein? Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie.
d'y succomber aveuglément en se disant: «De toute façon, je vais crever, de toute façon, la fin du monde approche, de toute façon, c'est le chaos, alors aussi bien en profiter», c'est simplifier exagérément la vie en succombant à une espèce de court-termisme morbide qui relève de la mort. Ésaü, au fond, se coupe de l'essentiel, de ce qu'il est vraiment, de son futur, de sa belle vie, de ses relations importantes, en fait. Parce qu'après, bon, qu'est-ce qu'il est, Ésaü? Il n'est plus grand-chose, il n'est plus ce qu'il devait être, et c'est une vie d'enfer. Et donc, il ne faut pas suivre ces contre-exemples, il ne faut pas sursimplifier la vie. Et ça, c'est l'erreur typique de la jeunesse, hein, de sursimplifier la vie. L'avenir, c'est loin, je m'en fiche. Et ça, c'est une erreur qui est fréquente et qui a des conséquences parce que dès qu'on devient adolescent, là, vers 14, 15, 16, 17 ans, évidemment, on tombe dans cette phase de la vie où on devient responsable. Et être responsable, selon Savater, c'est assumer sa liberté. C'est assumer que mes choix, tous mes choix, et à 15, 16 ans, ça devient le cas, tous mes choix m'inventent, me construisent, me définissent. Hein, je pense que c'est une des thèses principales qui est souvent rappelée et qui est la conséquence logique, au fond, du fait d'être libre. Assumer qui je suis, assumer ma responsabilité, à la page 115, c'est savoir que chacun de mes actes me construit, me définit, m'invente. En choisissant ce que je veux faire, en choisissant mes attitudes, je me transforme peu à peu. Au chapitre 5 et au chapitre 6, Savater met l'accent sur cette responsabilité morale de faire des choix qui ne me transforment pas en quelqu'un de désagréable, en quelqu'un de répugnant pour moi-même, mais évidemment aussi pour les autres, puisque la belle vie a été définie au chapitre 4 comme étant cette vie humaine de relations réciproques où je traite les gens avec respect, où je traite les personnes comme des personnes, et où je suis capable d'être moi-même, d'être respecté, d'être aimé. Au fond, la belle vie, c'est d'être aimé pour soi-même, d'être respecté pour soi-même. Et évidemment, ça commence par s'aimer soi-même. Donc, cette belle vie de relations réciproques, de relations avec les autres, avec notre famille, nos amis, nos collègues, euh, eh bien, c'est le résultat de nos choix. Et évidemment, on pourrait être tenté de dire non, c'est pas de ma faute si on m'aime pas, c'est les autres. Hein? Mais ça, c'est ne pas être responsable. Et donc, c'est ça l'erreur de Keynes, d'avoir sous-estimé l'importance de cette complicité fondamentale, dit Savater. Hein? C'est l'essentiel, la complicité, l'amour, l'amitié qu'on veut développer. Il n'a pas tout misé sur les choses. Et donc, comment faire? Quel est le mot-clé, en fait, pour ne pas succomber? Savater dit à la page 96, c'est attention. Soyons attentifs. Attentifs à quoi? Ben, attentifs à nos choix, attentifs à nos actions, attentifs à nos attitudes. Hein? Soyons attentifs. Est-ce que l'attitude que je choisis en ce moment, hein, peu importe ce que je fais, est-ce que c'est ce que je veux être réellement? Est-ce que je veux devenir ça? Est-ce que je veux devenir cette attitude? Parce que si je choisis constamment cette attitude, c'est ce que je deviens. C'est ça être libre. Et donc, soyons attentifs. 96 toujours, il ne faut pas vivre n'importe comment. Toutes les formes de vie ne s'équivalent pas. Il y a de meilleures façons de vivre, pour soi-même et pour les autres. Mais ce qui est beau dans cette argumentation de Savater, c'est que pour soi-même et pour les autres, ça va ensemble. Et donc ça, il faut le comprendre. Hein? Et non pas juste l'accepter, c'est ce que Savater dit. Au chapitre 6, donc, ce chapitre qui traite de cette responsabilité, de bien vivre, de faire de bons choix pour soi-même d'abord et pour les autres en même temps, commence par cette idée qu'on a une seule obligation, c'est de ne pas être un imbécile, de ne pas être une imbécile. Qu'est-ce qu'une imbécile? C'est pas une ignorante, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de connaissances. Non, c'est plus au sens moral de quelqu'un qui n'arrive pas à se donner la belle vie, quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses propres choix, qui fait de mauvais choix constamment. Salvatore nous décline en cinq types d'imbécilité morale.
Euh, donc, le premier type d'imbécile, c'est de dire, ben, moi, je veux rien dans la vie. Ah, moi, je veux rien. Hein, c'est celui qui croit ne rien vouloir. Au fond, qui écrase, qui éteint sa volonté. Hein, ah, je veux rien. J'attends. Dites-moi quoi faire. Je veux rien. Je m'assis sur les bancs d'école en position de larve, puis j'attends que ça passe parce que je veux rien. Le deuxième type d'imbécilité morale, donc à la page 102, c'est celui qui croit tout vouloir, c'est-à-dire qui veut, première chose qui passe, c'est de tout vouloir tout le temps, même si parfois il y a des désirs qui sont incompatibles. Le troisième type d'imbécilité morale, c'est celui qui réellement ne sait pas ce qu'il veut, mais là, c'est pas de ne pas savoir ce que tu veux dans la vie à 16 ans, ne pas savoir ce que tu veux faire, ça c'est tout à fait naturel, c'est très sain, je pense. Non, c'est ne pas savoir ce qui est important, ne pas savoir ce qui me fait du bien, ce qui me convient. Mais c'est surtout ne pas vouloir le savoir. C'est surtout ça. Hein? Donc, le troisième type, c'est ne pas vouloir le savoir. Le quatrième, c'est ah, je sais ce qui serait bon pour moi. Il faudrait que j'arrête de procrastiner. Faudrait que j'arrête d'avoir peur de parler aux gens. Je sais ce qui est bon pour moi, mais je suis pas capable. Ah, je préfère rester devant l'écran. Ah, je préfère rester chez moi. Ouais, j'y arrive pas. Hein? Celui qui veut mollement. On se reconnaît, évidemment, tous dans tous ces types d'imbécilité, ça nous arrive tous d'être ça. L'obligation, c'est d'être le moins possible, hein, si on veut, euh, si on veut pas passer à côté de sa vie. Et le dernier type d'imbécilité, c'est celui qui, comme on dit en bon québécois, qui brûle la chandelle par les deux bouts. C'est-à-dire celui qui veut tout avec force et férocité, dit Savatin. Hein, celui qui se couche à des heures pas possibles tout le temps, ouais, voilà, celui qui s'abuse, en fait, sur ce qui est important, donc qui se ment à lui-même, un peu comme Ésaü, hein, qui perd de vue le long terme, qui perd de vue la santé. Et donc, voilà, il ne faut pas être un imbécile, c'est-à-dire qu'il faut être libre de penser par soi-même, de vouloir la belle vie et de se la donner. Et c'est ça, être conscient de ce qui est important, être conscient que, bon, ce qui est important, c'est d'être avec les autres et être soi-même et être vrai, de cultiver de bonnes relations. Hein? Ne pas être un imbécile, c'est en 4 traits à la page 105, c'est d'abord savoir que tout ne revient pas au même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, il y a des valeurs qui sont plus importantes. Donc, sans doute que la liberté, la compassion, je sais pas, la justice, je vous affirmer, moi, que c'est plus important que l'argent, par exemple. Mais bon, ça, ce n'est qu'une opinion. Hein? Est-ce que c'est vraiment une opinion? À vous de juger. Donc, tout ne revient pas au même. Il y a des manières de vivre, il y a des choix qui sont meilleurs que les autres. Et donc, c'est dire que le relativisme extrême, que ben, ça dépend. Ça dépend toujours. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui la belle vie, c'est de rester devant l'écran puis de devenir une grosse larve, une grosse patate de sofa. Puis c'est ça leur belle vie. On est qui pour les juger? Non, c'est pas ça la belle vie. On est capable, objectivement, de mieux en tant qu'espèce que de s'écraser et d'attendre que la mort arrive. Et pour ça, il faut surveiller. Hein, le deuxième trait là, de la conscience, de l'intelligence morale, on pourrait dire, c'est de surveiller, donc d'être attentif à ce qu'on fait, être attentif à nos attitudes. Gardez en tête que c'est pas toutes les attitudes qui vont m'amener la belle vie. Et donc, ensuite, il faut essayer de cultiver les bons choix, cultiver le bon goût moral, c'est-à-dire ne pas succomber à l'hypocrisie, au mensonge, à la paresse. Hein. Donc, quand je sens que je suis pas à la bonne place, quand j'ai du remords, je devrais m'écouter, me dire, OK, la prochaine fois, je vais faire mieux. C'est de cultiver le bon goût moral. C'est d'arrêter de trouver des excuses, des alibis. Et quand j'éprouve du remords, c'est que je sais que j'ai mal employé ma liberté. C'est que je sais, en fait, que je suis en train de me transformer en quelque chose de laid. Si je continue, évidemment. J'ai comme c'est une intuition de ah, si je mens constamment, je vais me réveiller puis je vais me mentir à moi-même et ben, je ne saurai plus qui je suis, les gens autour de moi n'auront plus confiance et ça va être l'enfer. Et donc, c'est ça être égoïste, parce que nous sommes tous. Être égoïste, c'est se donner la belle vie. Nous sommes tous des égoïstes.
selon Savater, parce que ce que nous le faisons d'abord pour nous donner à nous-mêmes le meilleur, la belle vie. Mais il y a des égoïstes imbéciles qui n'y arrivent pas, comme Cain, multimilliardaire, qui finit malheureux dans son château, à regarder ses trésors, en comprenant qu'il est détesté de tout le monde, et de lui-même sans doute. Et donc, Ésaü, qui ne fait que consommer des lentilles, de la bière, de la pornographie, qui ne consommer un shopping, comme j'achète des choses, puis, ah oui, du confort, maintenant, je veux des choses maintenant, puis, au fond, je perds de vue, qu'est-ce qui est important? Hein? Donc, il y a des égoïsmes imbéciles. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des vrais égoïstes, selon Savater? Parce qu'ils ne se donnent pas ce qui leur convient. Ils ne se donnent pas la belle vie. Un égoïste intelligent, conscient, se donne la belle vie et pour ça, ben, il se rappelle que se donner la belle vie, c'est la donner aux autres. D'être vrai avec les autres, c'est d'écouter les autres, c'est les écouter réellement, pas juste d'attendre qu'ils arrêtent de parler pour leur dire que c'est nous qui avons raison. Non, c'est les écouter, c'est d'essayer de se mettre à leur place. Hein. Et donc, mais ça demande de l'effort, hein, dit-il à la page 115. La belle vie n'est jamais offerte sur un plateau, écrit-il, et personne n'obtient ce qui lui convient sans y consacrer courage et effort. La belle vie est difficile. C'est ce que Spinoza, grand philosophe, a écrit à la fin de son immense livre, L'Éthique. Il dit une phrase, je cite de mémoire, toutes les choses excellentes sont autant précieuses que rares. Donc, la belle vie qui est excellente. L'excellence, la vertu, ça veut dire ça, la vertu, hein? L'excellence humaine. C'est rare, ça demande de l'effort. Et donc, à nous de voir si ça nous intéresse, ou si on veut juste mener une vie de mouton et suivre la masse. C'est aussi une possibilité, hein? De ne pas assumer sa liberté, de ne pas assumer sa vie, et d'être juste un mouton consumériste qui s'imagine que ben, je vais être heureux, je vais être heureuse si j'ai beaucoup de confort, beaucoup de confort si je planifie tout, si j'achète, j'accumule, avoir, comme cette société me le promet. Tout va bien aller, hein, pour autant que j'ai beaucoup d'argent, tout va bien aller. À vous de décider.